Et on poursuit ce programme avec Bertrand Alliot. Bonjour et merci d'être avec nous. Est-ce que vous nous entendez correctement? Ah, alors on ne vous entend pas. Bon, Peut-être que Franck devant la parole. Je crois que c'est bon. On vous entend, il me semble. bon, parfait. Voilà, c'est excellent. Alors vous êtes essayiste, vous donc écrivez dans la revue Transition et Énergie, vous êtes l'auteur de Comprendre l'incroyable écologie et Bertrand Alliot, vous étiez aussi professeur. Est-ce que vous pourriez peut-être commencer par expliquer quel est un peu votre parcours à ce niveau-là à nos auditeurs pour qu'ils comprennent précisément ce qui vous amène et comment on va en arriver à parler de réchauffement climatique et en même temps donc de mort sociale? Oui, merci à vous de l'invitation. Alors, je n'étais pas professeur. Il y a une petite confusion très souvent parce que je travaille à l'université, tout simplement. Depuis assez longtemps d'ailleurs, depuis 2007 à l'université qui s'appelle aujourd'hui Gustave Eiffel. Mmh. Et j'ai fait une thèse dans cette université sur l'écologie qui a été soutenue en 2008. Et d'ailleurs, à un moment où les questions écologiques étaient assez peu traitées. Et donc, j'étais un pionnier. De même que dans la protection de la nature, puisque ça fait 30 ans, même plus que ça, que je suis que j'ai été investi dans les associations de protection de la nature. Donc, après cette thèse, j'ai rejoint l'administration de l'université et non pas le corps des enseignants-chercheurs. Ce qui signifie, alors dans l'administration, il y a beaucoup de personnes, hein, des gens qui s'occupent du pilotage de l'université, des finances. Il y a parfois des gens qui sont dans les laboratoires, des ingénieurs, mais en tout cas, moi, j'étais dans l'administration de l'université et j'étais directeur de la valorisation de la recherche pendant assez longtemps. Et voilà, donc j'ai eu un parcours à l'université, dans l'administration, et j'ai fait en parallèle de ça, j'ai toujours été investi donc sur le domaine de l'écologie. Et pendant très longtemps, j'étais un militant écologiste, on peut dire ça comme ça. Notamment, j'étais au conseil d'administration de la LPO, Ligue pour la protection des oiseaux, pendant 15 ans. Mais il y a 7-8 ans, j'ai un peu basculé, toujours dans le domaine d'écologie, mais cette fois, je suis passé de l'autre côté en étant critique de l'écologie, parce que je pense que l'écologie d'aujourd'hui fait beaucoup de mal à notre pays et à l'Europe en général, quoi. Oui, c'est ça, l'écologie dans sa forme, actuelle et on pourra revenir là-dessus. Le fait est que, cette prise de position, cette analyse critique qui d'ailleurs pouvait, tout simplement peut-être nourrir, un débat, et bien, vous a valu donc, des ennuis, y compris avec, la justice. Disons que, alors pas pour l'instant avec la justice, Mmh. Non, avec votre je, université. voilà, avec mon Mmh. université, j'ai effectivement eu un nouveau poste à l'université, un nouveau poste de direction dans l'administration, je le répète toujours, de directeur. J'étais nommé pour préfigurer une nouvelle direction, plus exactement, Mmh. la direction de la recherche. Et il faut savoir que c'était un poste purement administratif, hein, puisqu'il y a un vice-président dans les universités, il y a des vice-présidents et il y a un vice-président à la recherche. Donc c'est lui qui définit éventuellement les politiques de recherche et qui a un vrai dialogue avec les chercheurs pour ce faire. Moi, je n'étais qu'un exécutant sur ces sujets-là. Et effectivement, à un moment où j'ai été nommé, il y a eu une campagne de dénigrement contre moi, euh, enfin, due à certains, enfin à tous les syndicats quasiment, qui normalement doivent défendre les salariés, et également à certains enseignants-chercheurs. Et donc cette campagne de harcèlement, de dénigrement a duré un mois, et au bout de ces un mois, le président qui m'avait nommé a décidé de me dénommer, donc pour des raisons qui n'ont rien à voir avec mon travail, puisque non seulement j'avais été nommé, ce qui veut dire que je faisais l'affaire, et d'ailleurs dans un processus compétitif, j'avais des concurrents, et donc j'avais été considéré comme le meilleur, et d'abord, et ensuite j'ai, disons, une expérience derrière moi qui montre que j'étais tout à fait euh, adéquate pour avoir ce poste-là. Donc j'ai été effectivement débarqué pour raison, pour délit d'opinion, on peut dire ça comme ça. Et ce qui est un peu dramatique, c'est qu'on s'est caché un peu derrière mon engagement sur l'écologie euh, pour, comment dire, détruire quelqu'un qui avait soi-disant des idées d'extrême droite, quoi.
alors Mm. que je n'ai jamais été engagé ni à droite ni à l'extrême droite. Alors, toute cette campagne de dénigrement, elle est largement alimentée par la presse de gauche et notamment Mediapart. Et donc vous, ce que vous dénoncez désormais, c'est la façon dont la presse de gauche, et qui se revendique comme telle, ainsi que l'extrême gauche universitaire, à travers des syndicats étudiants, à travers des, même, pourquoi pas des syndicats, mais de professeurs, eh bien, se s'allient et travaillent main dans la main justement pour pouvoir démettre quelqu'un pour délit d'opinion. Oui, c'est exactement ça. En fait, bon, c'est vrai que c'est connu que l'université est plutôt classée à gauche, c'est pas Oui. un secret, que ce soit pour les étudiants ou bah, les personnels. Encore que dans le monde universitaire, vous avez deux populations. Vous avez la population des enseignants-chercheurs et vous avez la population des agents administratifs. Et dans ces agents administratifs, je peux vous dire que comment dire, le pluralisme politique est beaucoup plus présent. Ça, c'est évident. Il y a des gens qui votent pour absolument tous les partis. Et je dirais même que l'administration est beaucoup plus à droite, pour faire simple, que les enseignants-chercheurs. Toujours est-il qu'effectivement, bon là, on a découvert ces jours-ci des échanges sur les réseaux sociaux, dont sur le réseau Blue Sky. En fait, vous savez, à la faveur de l'affaire Pierre Gentillet, donc qui avait été, comment dire, un peu pourchassé par l'extrême gauche, Mm. il y a une levée de bouclier à droite, justifiée d'ailleurs, pour le défendre, parce que quelles que soient vos opinions, vous avez le droit d'enseigner à l'université. Et donc, à cette faveur-là, sur un réseau social qui s'appelle Blue Sky, vous avez, alors je ne sais plus c'est quel compte, mais un compte assez suivi, actuel Moyen Âge, je crois, qui a demandé l'avis à ses collègues pour savoir s'ils étaient d'accord avec lui, qu'il fallait défendre Gentillet finalement, quelle que soit son couleur politique, on doit pouvoir enseigner tranquille et pas subir de harcèlement. Et à ce moment-là, il a demandé l'avis notamment à quelqu'un qui s'appelle Mathilde Laharère, qui est une historienne bien connue des réseaux d'extrême gauche, et qui avait d'ailleurs beaucoup de followers sur Twitter. Et cette Mathilde Larère a dit, écoutez, on peut être de droite ou de gauche, mais on ne peut absolument pas être un prof raciste, sexiste, homophobe. Dans ce cas-là, c'est non, et on doit se débrouiller pour faire des campagnes contre ces gens, quoi. Et pour illustrer son propos, elle a utilisé ma propre affaire, puisqu'il se trouve que Mathilde Larère est aussi une de mes collègues. Elle travaille dans la même université que moi. Et donc, manifestement, si on la suit, enfin, elle est montée au créneau, a-t-elle dit sur ce réseau social, pour me démettre de mes fonctions, donc auprès de la présidence de l'université. Et donc, si on suit son raisonnement, c'est donc que j'étais un prof raciste, sexiste, homophobe, puisque Alors que dans ce vous cas-là, parlez il n'y a pas de d'écologie, ce qui problème n'a pour pas attaquer les gens. grand-chose à voir. Donc, effectivement, quelqu'un lui demande, en fait, dans l'échange, est-ce que vous êtes monté au créneau parce qu'il était, pour ses positions sur l'écologie, ou à cause du côté extrême droite, et elle répond extrêmement clairement, à cause du côté extrême droite. Or, moi, mon investissement depuis toujours, ce n'est pas un investissement à l'extrême droite, c'est un investissement contre le développement d'une écologie punitive et contre le catastrophisme écologique. Et donc, en fait, pourquoi je suis catalogué de droite ou d'extrême droite ou de ce que vous voulez? C'est peut-être le cas, je ne sais pas, mais ça me regarde, je dirais. C'est parce que je m'exprime très souvent, comme ce matin, dans des médias qui sont plutôt de droite. D'ailleurs, je m'exprime à ligne droite. Et je Qui en crois que fait vous votre donne la slogan, c'est parole. Parole que voilà. vous n'avez Donc je pas par m'exprime ailleurs. effectivement dans les médias qui me donnent la parole. Et il se trouve que c'est quasi systématiquement des médias de droite ou dits d'extrême droite, enfin peu importe, on peut dire droite tout court, hein, Mm. pour aller simplement qui vont, alors ça peut aller du Figaro, Le Point, Causeur, Valeurs Actuelles, dans laquelle je me suis effectivement beaucoup exprimé, parce que voilà, ce que j'ai à dire intéresse certains, ligne droite sur Radio Courtoisie, etc. Et donc il y a eu un amalgame total, si vous voulez, et je pense que le fond de cette affaire est lié effectivement à, au fait que je suis catalogué au sein de l'université à droite et que quelqu'un qui a des responsabilités dans l'administration de l'université
et qui est classé à droite, ça devient quasiment insupportable, vous voyez? Et on utilise les positions, sur l'écologie pour, pour détruire cet individu, quoi. Ce qui est assez dramatique. En plus, j'avais fait à l'université une thèse avec Chantal Delsol, qui était aussi Oui. professeure dans cette université, classée à droite, et cetera. Donc à partir de ce moment-là, je veux dire, dès que je suis rentré à l'université, j'ai dû être dans les petits papiers de l'extrême gauche, classé comme quelqu'un qui avait des idées insupportables, quoi. Alors, Donc, au-delà des médias, il y a aussi le fait que vous soyez justement critique sur ces questions d'écologie, qui probablement était déjà, à mon avis, un, un- un aspect suffisant justement pour pouvoir vous cataloguer, en tout cas, si ce n'est à droite, mais comme quelqu'un à éliminer, puisque la semaine dernière, nous en parlions encore, on a reçu Philippe Erlin qui oui. a remis en question les causes anthropiques du réchauffement climatique. Et encore une fois, c'est un sujet qui ouvre à débat, et ça serait même plutôt sain que ça puisse se passer à la fois dans les médias, mais aussi dans les universités, hein. Le débat n'a jamais tué personne, a priori, enfin, sauf aux États-Unis, mais espérons qu'en France, ce soit pas tout de suite le cas. Et donc, effectivement, rien que le fait que vous ayez un point de vue différent et critique sur toutes ces questions, ça pose déjà problème. Et vous, d'ailleurs, Bertrand Alliot, ce que vous expliquez, c'est qu'aujourd'hui, l'écologie, c'est devenu une sorte de dogme sacré, intouchable, presque une religion. Oui, oui, c'est ça. Alors c'est vrai, c'est le deuxième aspect de la campagne qu'il y a eu contre moi, c'est l'aspect écologique, bien qu'encore une fois, je pense que ce côté de droite et d'extrême droite a été Mm. prioritaire. D'ailleurs, j'avais discuté avec un de mes collègues qui refusait de me serrer la main, alors que je travaillais depuis 10 ans avec lui, hein, à l'université. Et qui m'a dit: «Ah oui, c'est vrai que tes positions sur l'écologie, oui, on peut discuter, tu as raison sur certaines choses, et cetera», et ah, puis ça durait notre discussion comme ça, et je voyais qu'il voulait en venir à un point, et puis il a fini par dire: «Oui, mais quand même, tu t'exprimes dans des journaux». Alors je vais pas laisser finir sa phrase: «Tu t'exprimes dans des journaux qui ne sont pas dans le bon camp», et par exemple Valeurs Actuelles, et c'est ça vraiment qui le dérangeait, j'ai bien senti ça. Voilà. Mm. Donc, en tout cas, sur l'écologie, je me fais attaquer aussi. Et alors là, ce qui est rigolo, c'est que, si vous voulez, c'est de plus en plus facile de critiquer l'écologie d'une certaine manière, et beaucoup de gens ne s'en privent pas. Mais pour survivre dans les médias, quand on critique l'écologie, il faut absolument donner des gages sur la question climatique. C'est-à-dire, je vous le fais simple, je critique l'écologie, mais je ne touche pas au climat, voire comment dire, je dis qu'il est scandaleux de remettre en cause tel ou tel scénario, telle ou telle thèse, ou que finalement, même le fait d'être rassuriste comme moi je suis sur le climat, hein, c'est-à-dire je pense qu'il y a effectivement un réchauffement climatique, comme beaucoup de gens, mais qu'il n'y a pas forcément de crise associée à ce réchauffement. Donc, même quand vous êtes sur ces positions, vous êtes traité de climato-sceptique. Mm. Et donc, ce mot-là, qui a pris, comment dire, une connotation très très négative au fil du temps, eh bien, vous promet la prison sociale et on ne discute plus. C'est une insulte, comme il y en a d'autres, hein, dans les médias. Vous savez, par exemple, islamophobe, antisémite, complotiste. Tout ça, ce Ouais. sont des mots qui évitent de débattre, qui condamnent systématiquement, et donc on peut plus rien dire, quoi. Et donc le mot climato-sceptique dans le domaine de l'écologie est devenu la punition ultime qui vous promet effectivement de ne plus être invité. Or, mes sujets, moi, principaux, d'ailleurs, ce n'est pas vraiment le climat. Il y a d'autres gens qui le font, comme l'association des climato-réalistes, par exemple. Bon, il y a Philippe Erlin. Moi, je me contente sur ces sujets-là, après l'avoir beaucoup étudié, de dire que je ne crois pas qu'il y ait une crise climatique. Oui, il y a un réchauffement climatique, mais avec des politiques d'adaptation, nous allons pouvoir nous en sortir sans problème, surtout en Europe, je vous signale, puisque, par exemple, on dit que Paris va avoir les mêmes températures que Montpellier. Ah bah oui, c'est vrai que Montpellier est vachement différemment organisé que Paris, hein, ça c'est net. Et donc, il faut mettre des milliards d'euros pour ces politiques d'adaptation. Non, mais franchement, alors par contre, dans certains pays, je sais pas, en Inde, dans certains pays du Sud, les problèmes peuvent être plus importants que sous notre latitude. Mais enfin voilà. Donc en fait, il y a cette tactique de certains journalistes et de certains
je dirais, commentateur, essayiste, qui consiste à faire ça, quoi, à dire: «Non, non, s'il y a un grave problème climatique, c'est vraiment un drame», et à partir de du moment où j'ai dit ça, je peux, critiquer les autres, politiques écologiques qui concernent, bah, comment dire? Les réglementations agricoles, par exemple, les dispositions sur la voiture électrique, sur les ZFE, et cetera. Vous voyez? Donc cette tactique est utilisée. Or moi, c'est vrai que par honnêteté intellectuelle, j'ai toujours refusé de rentrer dans ce jeu-là. C'est-à-dire, j'estime qu'on peut critiquer, disons, l'alarmisme climatique sans aucun problème. Mais évidemment, ça vaut quelques inimitiés, quoi. Mais en tout cas, mon sujet prioritaire, c'est pas vraiment le climat. Moi, j'étais d'ailleurs, surtout, je suis un spécialiste de la biodiversité. Et puis, je parle de tout un tas d'autres sujets sur l'environnement, puisque ce qu'on a beaucoup critiqué avec mon association, c'est le fait que on soit obsédé par le CO2, que c'est devenu le seul sujet sur l'écologie. Or, c'est le seul sujet sur lequel on peut rien faire, pour faire simple, hein. Par contre, il y a plein d'autres sujets sur lesquels on peut agir. Je sais pas moi, la qualité de l'eau, la production de déchets, etc. Ouais. Quand Voilà. je dis que vous avez eu des ennuis avec la justice, c'était pas tout à fait faux Ouais, puisque, quand oui, même, vous avez essayé de c'est vrai. dénoncer le harcèlement dont vous étiez victime, toutes les preuves à l'appui, pardon, et le tribunal administratif, de Melun, a refusé d'ouvrir l'affaire, il me semble. Alors, disons que j'ai fait un référé, et puis il Mmh. y aura un jugement au fond dans quelques semaines. Et c'est vrai que ce référé, j'ai perdu le référé. Bon, le référé, on agit en urgence, donc c'est pas dramatique de perdre un référé, et ça ne veut encore une fois, ce n'est pas un jugement au fond, mais c'est vrai que lors du premier jugement en référé, le juge s'est déjà positionné sur le fond, pour faire simple, en disant qu'il n'y avait pas vraiment de doute sur la légalité de la décision de l'université. Alors sans argumenter, alors vous savez, quand il vous arrive une affaire comme ça, vous progressez en ayant de l'expérience. Je Mmh. n'étais jamais allé devant les tribunaux, et je me rends compte que très souvent, les juges prennent une décision, mais sans l'expliciter. Alors, c'est un peu désarmant, c'est-à-dire qu'il dit, eh ben, il n'y a pas de doute sur la légalité de la décision, mais il n'explique pas pourquoi. Alors qu'on amène beaucoup d'éléments de preuve qui montrent que professionnellement, je suis irréprochable, et ça a été dit et redit à maintes reprises. Par contre, forcément, il y a un fait générateur du fait que j'ai été démis de mes fonctions, qui est un délit d'opinion, quoi. Et donc, ce que j'ai peur aujourd'hui, c'est que finalement, dans le droit français, à l'aune de cette affaire, on fasse prévaloir ce qu'ils appellent l'intérêt du service, qui est une notion assez floue en droit. J'ai l'impression, je ne suis pas un spécialiste de droit, il faudrait questionner mon avocat, mais qui fasse donc prévaloir cet intérêt du service par rapport au fait générateur, encore une fois, qui est celui de la discrimination et du harcèlement, quoi. C'est-à-dire que dans l'intérêt du service, M. Alliot a été démis de ses fonctions, euh, puisque ça permet, comme il y avait, si vous voulez, une bronca organisée par une minorité, mais il demeure que c'était assez pénible à vivre pour le président de l'université, j'imagine. Donc il a cédé d'une certaine manière et a fait droit au harceleur, mais donc pour avoir la paix sociale. Donc la paix sociale est dans l'intérêt du service et du fonctionnement de l'université, j'imagine. Mais est-ce que l'intérêt du service va pouvoir maintenant, ad vitam aeternam, pouvoir justifier les délits d'opinion, le harcèlement moral, etc. Je trouve que ce serait vraiment extrêmement grave d'une certaine manière. Donc c'est un peu l'enjeu judiciaire de cette affaire qui peut avoir des répercussions, c'est l'intérêt du service sera-t-il brandi comme la botte secrète pour détruire tout acte malveillant, quoi. Ouais. Ce qui serait... Ce que je tiens à dire aussi, que si j'étais dans le privé aujourd'hui, oui, et si j'étais allé au prud'homme, je pense que l'affaire aurait été différente. C'est vrai que j'ai l'impression que la voie du tribunal administratif, puisque je suis fonctionnaire, est moins favorable aux salariés, disons. Mmh. Voilà. Bon, dans tous les cas, on vous souhaite, beaucoup de courage, Bertrand, Alliot et puis bon, on espère qu'un jour quand même ce harcèlement prendra fin puisque c'est ce qu'on disait, vous n'êtes pas le seul à le subir et puis c'est quand même dommage qu'on ne puisse pas débattre de toutes ces, questions. Il y a la COP30 qui, avait lieu la semaine Tout à fait. dernière donc voilà, je pense qu'on est Oui. quand même dans une période où c'est le genre de discussion et de
Et de débats qui méritent d'être ouverts. Donc on espère Oui, et que... puis il faudrait aussi que les professeurs et les gens qui m'ont harcelé lisent un peu, puisque j'ai écrit Ah deux oui, livres sur l'écologie, et vous savez, il y a des petites phrases qui sont prises ici ou là pour vous descendre, mais ces gens-là, je crois, ne lisent pas. Et je crois que s'ils me lisaient, ils se rendraient compte de la subtilité de ma pensée sur la question écologique. Et bah je tiens à voilà. préciser aussi pour ceux qui souhaitent nous suivre qu'on a une chaîne YouTube qui s'appelle L'écologie à l'endroit, donc qui est une analyse quotidienne, pas quotidienne, mais hebdomadaire de l'actualité de l'écologie. Non. Ouais, donc voilà, on les invite à lire et effectivement, la lecture peut parfois, apporter de bonnes choses, même si les gens lisent de moins en moins et puis s'informer et ne pas faire confiance, toujours aux mêmes médias, partisans. Merci beaucoup, Bertrand Alliot, d'avoir été avec nous ce matin puisque vous êtes aussi attaqué pour ça apparemment et donc bah, on continuera de vous donner la parole. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et bonne journée. Merci, c'est moi qui vous remercie. Au revoir.